El universo tiene ojos, de Carmen Conde. Nos miran, nos ven, nos están viendo, nos miran. Múltiples ojos invisibles que conocemos de antiguo, desde todos los rincones del mundo. Los sentimos, fijos, movedizos, esclavos y esclavizantes, y a veces nos asfixian. Querríamos gritar. Gritamos cuando los clavos de las interminables vigían, acosan y extenúan. Cumplen su misión de mirarnos y de vernos, pero quisiéramos meter los dedos entre sus párpados para que viéramos frente a frente, pestañas contra pestañas, soslayando el aliento denso de inquietudes, de temores y de ansias, la absoluta visión que todos perseguimos. Ah, si los sorprendiéramos concretos, coincidiendo en la fluida superficie del espejo, nos mirarán eternamente. Lo sabemos. Y andaremos reunidos sin hallarnos como mortales en tomo a la misma criatura intacta que rechaza a los ojos que ha creado. ¿Para qué? Si no vamos a verla aunque nos ciegue. Hizo aquellos y estos innumerables ojos. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena del metal, el sollozo del hierro que atropellan y escupen, el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto. El telar de la lágrima que no ha de ser estéril. El casco de los odios y de las esperanzas. Fabrican, tejen, hunden. Cuando están las perdices más roncas y acopladas y el azul amoroso de las fuerzas expansivas, un hombre hace memoria de la luz, de la tierra, húmedamente negro. Se da contra las piedras la libertad, el día, el paso galopante de un hombre, la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad, un hombre. Un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón, donde crece un plumaje. Un hombre que es el mismo dentro de cada frío, de cada calabozo. Un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes del trueno. Las cárceles. Miguel Hernández. Gacela de la muerte oscura, Federico García Lorca. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. No quiero que me repiten que los muertos no pierden la sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. No quiero enterarme de los martirios que da la hierba.
ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que haya un establo de oro en mis labios, que soy un pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Cúbreme por la aurora con un velo, porque me arrojará puñados de hormigas, y moja con agua dura mis zapatos, para que resbale la pinza de su alacrán. Porque quiero dormir el sueño de las manzanas para aprender un llanto que me limpie de tierra. Porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar. ...1 de marzo de 1940. ¿Acaso ningún factor, entre los muchos que han contribuido a la decadencia de España, influyó tan perniciosamente en la misma y frustró con tanta frecuencia las saludables reacciones populares y el heroísmo de nuestras armas, como las sociedades secretas de todo orden y las fuerzas internacionales de índole clandestina? Entre las primeras ocupa el puesto más principal la masonería, y entre las que, sin construir una sociedad secreta propiamente, se relacionan con la masonería y adoptan sus métodos al margen de la vida social. Figuran las múltiples organizaciones subversivas, en su mayor parte asimiladas y unificadas por el comunismo. En la pérdida del imperialismo colonial español, en la cruenta guerra de la independencia, en las guerras civiles que asolaron a España durante el pasado siglo y en las perturbaciones que aceleraron la caída de la monarquía constitucional y minaron la etapa de la dictadura, así como en los numerosos crímenes de Estado, se descubre siempre la acción conjunta de la masonería y de las fuerzas anarquizantes movidas, a su vez, por ocultos resortes internacionales. Estos graves daños inferidos a la grandeza y bienestar de la patria se agudizan durante el postrer decenio y culminan en la terrible campaña atea, materialista, antimilitarista y antiespañola que se propuso hacer de nuestra España satélite y esclava de la criminal tiranía soviética. Al levantarse en armas el pueblo español contra aquella tiranía, no cejan la masonería y el comunismo en su esfuerzo. Proporcionan armas, simpatías y medios económicos a los opresores de la patria. Difunden, socapa de falso humanitarismo, las más atroces calumnias contra la verdadera España. Callan y escuchan los crímenes perpetrados por los rojos, cuando no son cómplices en su ejecución y, valiéndose de toda suerte de ardides y propagandas, demoraron nuestra victoria final y prolongaron el cautiverio de nuestros compatriotas. Son muy escasas y de reducido alcance las órdenes y disposiciones legales adecuadas para castigar y vencer estas maquinaciones. El decreto de 19 de julio de 1934 resultó ineficaz por su vaguedad al anunciar el delito y por circunscribirse a un determinado sector. Sin que por ahora se pretenda establecer la normativa definitiva y total sobre esta materia, se hace ya indispensable determinar la calificación jurídica
y sanciones que merecen los que todavía secundan la masonería o el comunismo y demás sociedades secretas y organizaciones contrarias al orden social. Con ello, se pone un valladar más firme a los últimos estertores de las fuerzas secretas extranjeras en nuestra patria y se inicia la condenación social de las organizaciones más perniciosas para la unidad, grandeza y libertad de España. Mas en estas disposiciones no se debe olvidar la conducta de los que, habiendo pertenecido ocasionalmente a dichas entidades, reaccionaron a tiempo y rompieron con ellas para entregarse denonadamente al servicio de la patria, lavando a veces con sangre heroica los hierros cometidos. Acogiendo tales postulados, no hacemos sino mantenernos fieles a los principios cristianos y a la generosidad del movimiento nacional. Esto, damas y caballeros, es el principio de la ley de represión de la masonería y el comunismo. 1 de marzo de 1940. Cedemos ahora la palabra a doña Mariana De Giudici, titulada superior de piano, eso me gusta decirlo, pero bien, abogada, venerable maestra de la respetable logia Marco Polo de Venecia, miembro del Gran Consejo de la Gran Logia de Italia y ahora gran maestra adjunta de la Gran Logia de Italia degli antichi, liberi ed accettati muratori. Muchísimas gracias por estar aquí y por habernos venido a visitar a Madrid. Muchísimas gracias. Buonasera a tutti e grazie per questo prestigioso invito. Dignità umana e concordia. Che ruolo ha la massoneria nella tutela dei diritti fondamentali che il Giorno della Memoria intende ribadire? Parlare di dignità e di concordia in occasione del Giorno della Memoria significa principalmente onorare le vittime dell'Olocausto, ricordando la loro umanità perduta, ribadire valori di rispetto, solidarietà, pace per costruire un futuro che sia inclusivo, combattendo l'odio, il razzismo e la discriminazione. Memoria e educazione rafforzano i principi democratici perché queste atrocità non si ripetano mai più. È un impegno collettivo per difendere l'integrità di ogni persona, unendo le generazioni e i popoli contro le ideologie che dividono e annientano. Ma perché parlare di dignità? Per restituire un'umanità che è stata negata, per conservare una memoria che sia efficace per combattere ogni forma di discriminazione e violenza basata su etnia, religione, sesso o altre differenze, per confermare la nostra responsabilità nel dovere di proteggere chi è perseguitato oggi perché non ci siano più le vittime di ieri. Se questi sono i presupposti, l'immediata conseguenza è che non può esserci che concordia intesa nel senso di costruire un oggi perché il domani sia emendato dal ripetersi degli errori del passato, educando le nuove generazioni ai valori di rispetto e convivenza e ricordando l'Olocausto come monito per costruire ponti e non muri, contrastando le ideologie divisive, promuovendo la cooperazione e rafforzando l'impegno per la pace, la giustizia e la libertà. Pace, giustizia e libertà, valori che sono troppo spesso richiamati solo in questi momenti quale baluardo dell'umanità, solo in queste ricorrenze così tristi, quando ci si ricorda che si tratta di valori che sono stati negati. Troppo spesso invece dimentichiamo che sono una conquista che va difesa e tutelata anche nel nostro quotidiano, ogni giorno da ognuno di noi. Il Giorno della Memoria deve essere quell'occasione che ci invita a unire la riflessione sulla dignità negata durante l'Olocausto con l'impegno per una concordia fondata sul rispetto reciproco. Ma cosa sono dignità e concordia e perché parlarne proprio oggi?
Se facciamo un piccolo passo in avanti e cerchiamo di definire dei concetti che possono sembrare evanescenti, possiamo dire che la dignità è il valore intrinseco di ogni persona, è il fondamento dei diritti inviolabili. La concordia invece racchiude l'armonia sociale e la pace che si realizzano quando la dignità di ognuno viene rispettata e promossa attraverso il dialogo, il riconoscimento reciproco, la giustizia, creando una società solidale basata sul rispetto della libertà e della coscienza individuale. Ecco allora che l'unione di questi due valori mira a costruire una convivenza umana autentica dove dignità individuale non sia negata da diseguaglianze o violenze, ma fiorisca attraverso la responsabilità verso se stessi e quindi verso gli altri. La dignità così intesa assume un'accezione più pregnante perché diventa un valore intrinseco, unico e inviolabile di ogni essere umano, indipendentemente da status o meriti. Finisce per essere il fondamento ontologico dei diritti fondamentali come la vita, la libertà, la giustizia e l'integrità e si manifesta nella capacità di agire secondo coscienza e libertà, esercitando la propria responsabilità. Ecco allora che se si agisce secondo la propria responsabilità si arriva ad un altro concetto che è quello che coniuga l'agire dell'uomo con la concordia, con l'armonia sociale, superando divisioni e conflitti attraverso il confronto, l'ascolto, il riconoscimento dell'altro, favorendo la pacifica convivenza e promuovendo la giustizia, cioè rimuovendo ogni diseguaglianza che nega la dignità. Se facciamo un altro piccolo passo, ci accorgiamo che la dignità umana è il principio, mentre la concordia è l'obiettivo e la condizione per la sua piena realizzazione nella società. Dunque, rispettare la dignità di ciascuno crea le premesse per una vera concordia, dove la verità non si impone con la forza, ma si diffonde con la sua stessa forza. E dunque dignità e concordia diventano pilastri interconnessi che sostengono la stabilità e la coesione di una società civile. Allora, dignità, valore intrinseco di ogni individuo, riconosciuto non come un merito acquisito, ma come una condizione innata dell'essere umano. In Italia, il principio fondamentale che è alla base della nostra Costituzione repubblicana sancisce la pari dignità sociale di tutti i cittadini, eliminando condizioni basate su sesso, razza, lingua o religione. Principio etico che implica di trattare ogni persona sempre come un fine e mai come un mezzo. È la radice di tutti i diritti inviolabili riconosciuti anche a livello internazionale. Intervengo qui questa sera in rappresentanza del venerabilissimo e potentissimo fratello Luciano Romoli, che è il Gran Maestro della Gran Loggia d'Italia degli antichi liberi e accettati muratori, quale suo Gran Maestro aggiunto, e vi porto i più affettuosi saluti e vi ringrazio sia a titolo personale che a nome di tutta la Gran Loggia d'Italia, e ringrazio il venerabilissimo e potentissimo fratello Brenno Ambrosini per aver organizzato questa prestigiosa manifestazione. Ne sono commossa. Necessariamente quindi il mio contributo questa sera non può prescindere dal mio DNA di massoni e alcuni piccoli indizi ve li ho già disseminati nel corso del prologo parlando di responsabilità verso se stesso e verso gli altri. In altre parole, mettendo sin dall'inizio delle mie riflessioni al centro di tutto l'uomo. In massoneria dignità e concordia non sono concetti teorici, ma sono cardini operativi del percorso iniziatico, volti all'elevazione morale e spirituale dell'individuo. Per la libera muratoria la dignità è un valore intrinseco che appartiene a ogni uomo in quanto essere libero e dotato di ragione. La massoneria pone al centro l'uomo e lo pone al centro del proprio impegno, promuovendo il rispetto della diversità e la tutela dei diritti civili. Ogni membro è riconosciuto con pari dignità indipendentemente da ceto o da opinioni religiose o politiche. La sola condizione per essere ammessi è essere liberi e di buoni costumi. Il pensiero massonico della Gran Loggia d'Italia non è un laboratorio culturale fino a se stesso, ma è un metodo, ed è un metodo che ha l'ambizione di trasformare l'uomo e migliorarlo per trasformare il mondo e migliorarlo.
In questo senso la massoneria si pone come un'istituzione che promuove il miglioramento personale e collettivo attraverso la ricerca della verità, la solidarietà e il dialogo. Questo è quello che noi intendiamo quando parliamo di fratellanza. A questa istituzione appartengono donne e uomini impegnate nella società come cittadini responsabili, rispettosi delle leggi, desiderosi di contribuire al bene comune attraverso una crescita fatta di studio e coltivata nell'armonia, il cui fine ultimo è quello di promuovere un'umanità centrale e libera nel rispetto della riservatezza e dell'etica, e la cui ambizione è quella di saper affrontare le sfide del mondo, soprattutto ora, con un senso di spiritualità laica per la tutela dei diritti universali dell'individuo. In questo senso la concordia, come ho detto prima, viene coltivata attraverso il metodo massonico. La concordia è l'armonia, è l'unione universale che i massoni cercano di stabilire tra loro e per estensione all'intera società. Il valore aggiunto è dato dal fatto che in massoneria persone diverse, di diverse provenienze, possono incontrarsi in un clima di tolleranza e fratellanza. Soprattutto la massoneria è un ordine iniziatico, o detto in modo più semplice, è una scuola iniziatica che ha come scopo il miglioramento, e l'ho già detto. Ho anche già detto che in massoneria dignità e concordia non sono concetti teorici, ma sono cardini operativi. Ma che cos'è questo percorso iniziatico? È un ingresso, un viaggio, un cambiamento interiore, un processo che trasforma l'individuo e lo introduce in una nuova dimensione della realtà e quindi di se stesso. Quindi è una scuola di miglioramento o perfezionamento che ha la peculiarità di non mettere mai limiti alla ricerca, con un metodo che, come ama dire il nostro sovrano gran commendatore, gran maestro, fratello Luciano, prevede un non metodo perché non pone limiti a nessuna categoria di uomini, sesso, razza e di religione. Ciò che non riguarda l'uomo non è oggetto di ricerca, proprio perché si mette al centro l'uomo. Per questo durante i nostri lavori noi non parliamo né di politica, né di religione, né di affari. L'uomo non è il mezzo ma il fine, anche questo è un indizio di cui vi ho detto prima nel mio prologo. E che l'iniziazione sia quindi lo snodo fondamentale del nostro percorso lo è perché rappresenta quel momento di presa di coscienza in cui l'uomo prende atto della sua condizione di essere umano e quindi quel percorso che dovrà fare per conoscere se stesso, per migliorarsi, quindi per compiere il suo viaggio. Ecco allora che il riferimento alla dignità umana e alla concordia in massoneria rivelano come questi valori non siano solo principi etici evanescenti, da ricordare e ribadire solo in occasioni particolari come il giorno della memoria, ma sono dei veri e propri strumenti del metodo iniziatico. La dignità è una declinazione del perfezionamento individuale, perché nella visione massonica non è un traguardo, ma è un processo dinamico di consapevolezza. La dignità è il coraggio di affrontare un percorso di elevazione morale e spirituale per diventare la versione migliore di sé. La dignità è qualcosa di intimamente legato alla libertà di pensiero, perché se la massoneria difende il diritto di ogni individuo nella ricerca della verità senza dogmi imposti, allora non può che farlo nel rispetto delle convinzioni personali di ogni individuo. E come detto, il metodo massonico impone il rispetto delle opinioni altrui, anche se diverse. Ed in questo senso ho già ricordato che la concordia è mantenuta attraverso il divieto di discussioni politico-religiose che possono dividere i fratelli. Questo ideale di concordia non rappresenta solo una sorta di legame e di mutuo sostegno all'interno dell'istituzione. Aspira invece a qualcosa di immensamente più grande, e cioè aspira ad una fratellanza universale capace di abbracciare tutta l'umanità. Nella libera muratoria la dignità è l'espressione della natura spirituale dell'uomo che trascende dalla sua dimensione puramente materiale. La dignità è la capacità di autodeterminarsi. La libertà non è assenza di regole, ma è padronanza di sé e delle proprie pulsioni e passioni. Non esiste dignità senza libertà da condizionamenti dogmatici. Questo percorso è fatto con un lavoro incessante di perfezionamento che eleva l'individuo al di sopra dell'ignoranza e della miseria. La dignità azzera le gerarchie. Tutti hanno pari dignità, uniti dal comune impegno verso l'elevazione.
La concordia non è un accordo superficiale, è una condizione di equilibrio profondo che permette di conciliare una sincera amicizia tra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti per motivi religiosi o politici. È la malta che tiene uniti i mattoni dell'edificio sociale. Senza di esse le pietre individuali, per quanto ben squadrate, non potrebbero mai formare una struttura solida e armoniosa. Il fare agli altri ciò che si vorrebbe fatto a sé è il metodo pratico per mantenere la concordia, trasformando l'etica individuale in un valore collettivo. In questo inizio di 2026 e soprattutto oggi, a ridosso dei dolorosi giorni che ricordano la tragedia dell'Olocausto, la massoneria riafferma questi valori come antidoto alla frammentazione della società moderna e aspira a diventare un modello di convivenza globale perché promuove tolleranza e pace universale come obiettivi concreti, non solo ideali. Il giorno della memoria, nella visione massonica e civile, è il monito più alto contro la disumanizzazione e contro la negazione della dignità operata con l'annientamento dell'uomo trasformato in numero e la persona in oggetto. La concordia massonica non è un'astrazione, ma un impegno attivo a costruire ponti dove il dogmatismo e il fanatismo creano muri. Il giorno della memoria serve a ricordare che la concordia sociale crolla quando si accetta la discriminazione del diverso. Ecco allora che questo giorno deve essere un atto di forte presenza che deve tradursi in atti concreti, educando alla libertà, difendendo la dignità, agendo secondo i principi di fratellanza universale, contrastando l'indifferenza per mantenere viva la dignità collettiva. Proprio quel virus dell'indifferenza che Liliana Segre ha spesso sottolineato essere stata la chiave della Shoah. Liliana Segre fu tra i 25 bambini italiani di meno di 14 anni sopravvissuti ad Auschwitz dei 776 che furono deportati. Solo così il giorno della memoria potrà essere quel momento in cui la dignità ferita del passato interroga la concordia del presente, richiamando ogni uomo alla responsabilità di essere costruttore di pace e custode dell'umanità. Ecco allora che proprio in occasione della giornata della memoria del 2026, come ha ricordato recentemente il nostro Gran Maestro, dobbiamo mettere in campo le migliori energie di cui siamo capaci perché quel passato non si ripeta. La crisi globale rischia di travolgere tutto, principi, tradizioni, speranze che sembravano essere consolidate. Dobbiamo reagire, contrastare quel virus che si chiama presentismo, alimentato da ignoranza, superficialità, da una progressiva perdita di memoria che porta a confondere e a negare le responsabilità dei regimi totalitari e del pensiero unico che hanno esercitato la violenza portando tanto dolore. Non ci sono ideologie che possono giustificare la volontà di cancellare una civiltà. Questo il monito perenne a tutti. Per superare l'odio non serve altro odio, servono linguaggi nuovi di apertura, di rispetto, insieme a una puntuale e razionale ricerca del dialogo e di ascolto delle ragioni dell'altro. La Gran Loggia d'Italia avverte tutta la responsabilità morale e civile legata al suo ruolo e alla sua missione. La democrazia, conquistata con il sacrificio di generazioni, va difesa insieme al patrimonio di cultura giuridica che abbiamo maturato e che si riconosce nella perenne lotta orientata all'affermazione dei diritti universali dell'individuo che non hanno colore, razza, etnia, perché sono di tutti, senza distinzione. Noi siamo qui e vigiliamo. Grazie.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Jesús Darío. Cedemos ahora la palabra a Jean-Jacques Moufdjian, franco-armeno, amante de la música, de la lectura y de todas las artes, hermano francmasón desde hace 43 años, donde ha recorrido todos los escalones de la francmasonería hasta llegar a la gran maestría en 2019 de la Gran Logia Mixta de Memphis-Mizraim francesa. En la actualidad es gran maestro honoris causa y presidente de los altos grados del rito de Memphis. Jean-Jacques, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mesdames, Messieurs, mes bien-aimées sœurs, mes bien-aimés frères, lorsque j'ai appris que cet événement organisé par la Grande Loge symbolique d'Espagne sous l'égide de l'Union maçonnique libérale internationale avait pour fil conducteur la dignité humaine, j'en ai été immédiatement heureux, car tout doit être mis en œuvre pour que l'on n'oublie jamais, pour que nous transmettions à tous ce devoir de mémoire, pour que la dignité humaine soit une réalité, que la concorde soit factuelle. Nous vivons dans un monde bouleversé par la volonté des hommes, afin de servir leurs intérêts au mépris de la dignité humaine. Alors nous pensions naïvement que cela n'arriverait plus. Mais hélas, l'antisémitisme, le racisme, les violences, les tueries, le tout né du fanatisme sont d'actualité. Des dictatures portent plusieurs nationalités. Alors il m'a été fait la proposition de vous livrer quelques mots à ce sujet. Et il est vrai que mes origines paternelles et mes liens avec d'autres communautés pouvaient peut-être le permettre. D'ores et déjà, je vous demande votre indulgence, car ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut traiter d'événements historiques et qui ont marqué le monde. Aussi, mon propos sera sans doute très synthétique, pour ne pas dire sommaire. Je suis né en France, à Paris, mais ma famille paternelle est issue du royaume de Cilicie, appelé la Petite Arménie, plus précisément de la ville de Maraş, actuellement en Turquie. C'est tout ce que je savais. Il est vrai que j'étais trop jeune pour comprendre. C'est lorsque j'ai fait ma scolarité dans un collège franco-arménien que j'ai su et j'ai compris pourquoi, dans la famille, on ne me parlait pas du génocide, de la fuite de ma famille de l'Arménie lors des massacres et de ce que cela avait engendré. C'est à l'évidence un sujet trop douloureux. J'ai aussi appris qu'il en était de même dans de nombreuses familles juives. Maraş était une ville de Cilicie prospère connue depuis le Moyen-Âge et avant le génocide de 1915, la ville comptait 40 000 habitants arméniens qui étaient engagés dans le commerce, l'artisanat, l'agriculture. Mon grand-père était un producteur d'huile d'olive qui possédait des terres à ne plus pouvoir les compter. Le royaume de Cilicie, 4 siècles plus tôt, comptait 20 millions d'habitants, tous chrétiens, la plupart de race arménienne, et il s'agissait d'un État arménien majeur pendant plusieurs siècles. Tous ces endroits étaient donc habités par des chrétiens arméniens, dont la langue usuelle était le turc. D'ailleurs, mon père, mes oncles, mes grands-parents, outre le français au quotidien lorsqu'ils sont arrivés en France, s'exprimaient plutôt en turc, bien que parlant arménien. Alors que la Première Guerre mondiale embrasait l'Europe, le comité Union et Progrès, c'est-à-dire le gouvernement des jeunes Turcs, comme on les appelait, a profité du chaos mondial pour orchestrer l'extermination des Arméniens de l'Empire ottoman. Il s'agissait du courant nationaliste très radical qui prit le pouvoir en 1913 sous l'autorité de Talat Pacha, Enver Pacha, Jamal Pacha. Leur objectif était de créer à n'importe quel prix un État-nation turc fermé aux autres religions et autres races. Les Arméniens, minorité chrétienne de l'Empire ottoman, avaient déjà subi des discriminations, des violences et massacres bien avant cette période. Le passé était donc déjà rouge sang. Mais il serait trop long de le détailler et je n'ai pas les connaissances requises sur le sujet. Toutefois, ce que je sais, c'est que pour ces assassins, ce sang n'avait sans doute pas suffisamment coulé. Il restait trop d'Arméniens. Il fallait les éradiquer, supprimer le premier peuple chrétien de la civilisation et prendre leurs biens. Le prétexte pour déclencher l'opération d'extermination, c'était le discours officiel des jeunes Turcs qui présentaient les Arméniens comme des ennemis de l'intérieur, alliés à la triple entente France, Grande-Bretagne et Russie.
En propageant des rumeurs de complot, la presse cherchait manifestement à conditionner l'opinion publique pour justifier des mesures radicales qui allaient frapper l'ensemble de la population arménienne. L'idéologie des jeunes Turcs s'apparentait déjà à un racisme concernant la captation des biens collectifs et individuels des Arméniens avec un programme d'économie nationale, véritable complément socio-économique du crime, et l'appât du gain, comme de tous les temps, optimisait le nombre des bourreaux au service du mal. En août 1914, il y a eu la formation d'un groupe paramilitaire indépendant des structures officielles de l'État, chargé de lutter contre ceux nommés les ennemis de l'intérieur. Il y eut dans le même temps des incendies criminels ici et là dans le quartier arménien de la ville de Tekirdağ, qui fut entièrement détruit. La décision d'exterminer tous les Arméniens a été prise entre le 20 et le 25 mars 1915 au cours de plusieurs réunions du comité central jeune turc. Alors ce projet criminel très documenté, par la suite, visait une harmonisation radicale de l'Anatolie, rayer de la carte une présence millénaire pour fonder un État-nation exclusivement turc et musulman. Il y eut des déportations massives, des centres de mise à mort et des escadrons de la mort furent les instruments d'un plan d'extermination aussi méthodique que diabolique. Des centaines de milliers d'Arméniens de Cilicie ont été tués ou déportés à cette période. Un plan dont la finalité, restée longtemps secrète, visait une refonte ethnique et religieuse totale de la région. Fin octobre 1914, l'Empire ottoman se joint aux forces allemandes et autrichiennes pour combattre la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Le processus génocidaire débuta à Constantinople le 24 avril 1915 par l'élimination des élites, soit plus de 200 intellectuels et dirigeants arméniens, avant de se généraliser en Anatolie orientale par des massacres systématiques. Un mois plus tard, le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie publiaient cependant une déclaration commune qui qualifie les actes de l'Empire ottoman de crimes contre l'humanité et la civilisation. Des diplomates et des missionnaires présents sur place alertaient l'opinion internationale par des rapports détaillés sur l'extermination planifiée. Mais cela n'avait malheureusement absolument aucune incidence sur les événements. Silence, on tue. Ce fut le début d'un plan de déportation des Arméniens de Marash, qui commença le 25 juillet 1915, en général vers la Syrie. L'opération de leur extermination va durer jusqu'en 1917 et c'est ce qu'on qualifie aujourd'hui de génocide arménien. La majorité des Arméniens sont morts sur la route lors des massacres. Des centaines de milliers originaires de Cilicie ont été tués ou déportés à cette période. Les exécutions, la famine, les viols et les massacres systématiques étaient leur quotidien. Charles Aznavour chantait pour sensibiliser le monde, pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on n'oublie jamais. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi, ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte. Parallèlement, outre des massacres, les populations furent massivement déportées vers des zones désertiques, mourant de faim et de soif. Charles chante encore. En troupeau de désert titubant en cohorte, terrassés par la soif. La faim, le fer, le feu. 5000 Arméniens s'organisèrent alors pour résister à l'armée ottomane. Pour ne pas être déportés et massacrés, ils se réfugièrent alors dans le massif du Moussadag, le mont Moïse, pour combattre, et ils défendent héroïquement le siège de la montagne durant 53 jours. Après avoir tenu sérieusement en échec l'armée ottomane, ils furent à court de vivres et de munitions. Sur le point de succomber, il y eut un miracle, car ils apercevaient la présence de la flotte française qui faisait le blocus des côtes syriennes. Ils brandirent un drap sur lequel a été dessinée la croix du Christ. La décision est prise par l'amiral Louis d'Artige du Fournay. Il faut sauver ces Arméniens chrétiens, sauver les femmes, sauver les enfants, sauver les vieillards, les sauver tous de nos ennemis les Turcs. La flotte française assurera ainsi leur évacuation le 12 septembre 1915 et sauvera 4082 Arméniens. L'un des bateaux amena mes grands-parents paternels, mon père et ma tante en Syrie, où ils restèrent très peu de temps en transit, puis réussirent à gagner la France pour tout recommencer. Mais cela est une autre histoire. Les Arméniens sauvés miraculeusement de Marash trouvèrent par la suite asile en Syrie, au Liban, à Chypre, en Europe, en Palestine, en Égypte, en Amérique du Sud et aux États-Unis où ils finirent par s'installer. Ce génocide a causé la mort atroce d'1,5 million d'Arméniens
mais se poursuit néanmoins jusqu'en 1919, et cela malgré l'affaiblissement de l'Empire ottoman et des survivants qui continuèrent de fuir vers le Caucase, le Moyen-Orient et l'Europe. En 1920, après la guerre et le retrait des troupes françaises qui occupaient une partie de la Cilicie, les forces nationalistes turques ont quasiment repris Maraş et d'autres villes. Mais des combats, des massacres de civils arméniens, des destructions de quartiers ont encore eu lieu lors de cet épisode. Plusieurs milliers d'Arméniens ont de nouveau été tués lors de ces violences et de l'évacuation forcée, considérées comme la poursuite et l'achèvement des politiques génocidaires dirigées contre les Arméniens en Cilicie. Alors bien que la plupart des historiens et de nombreux pays reconnaissent ces événements comme le premier génocide du XXe siècle, la Turquie, dont la fondation de la République a eu lieu le 29 octobre 1923, réfute toujours cette qualification. Elle privilégie la thèse de pertes réciproques durant la Première Guerre mondiale, et les crimes, comme les dénis de l'État, ont été évidemment effacés. Et après ? Eh bien après, il y a eu l'armistice de Mudros, conclu à l'issue de la Première Guerre mondiale entre l'Empire ottoman et les Alliés. Il est signé le 30 octobre 1918 dans le port de Mudros, situé sur l'île grecque de Lemnos. En 1920, l'Empire ottoman organise à Istanbul une série de cours martiales visant à juger les responsables des crimes commis durant la Première Guerre mondiale. Les tribunaux ciblent principalement les dirigeants du comité Union et Progrès, ce mouvement de jeunes Turcs, ainsi que de hauts fonctionnaires. Alors les accusés répondent de plusieurs crimes graves, notamment l'organisation de massacres à l'encontre des populations arméniennes, mais aussi grecques et assyriennes. Bien que le mot génocide n'ait pas encore été inventé, la Cour a explicitement reconnu la volonté du comité Union et Progrès d'éliminer physiquement les Arméniens. Cette conclusion est considérée aujourd'hui comme une reconnaissance formelle de la nature génocidaire des actes commis par le gouvernement de l'époque. Les jugements se sont largement appuyés sur les preuves recueillies par une commission créée dès novembre 1918 par le sultan Mehmed VI pour documenter les exactions commises. Le tribunal a rendu des verdicts sévères, marquant la volonté du sultan de restaurer son autorité, mais aussi de plaire aux puissances alliées victorieuses. Des responsables locaux furent condamnés à la pendaison, et ceux qui ont commis le plus d'atrocités, dont les figures de proue du régime que j'ai citées précédemment, furent condamnés à mort alors qu'ils étaient en fuite. À l'issue des procès, le parti jeune turc est dissous et s'est bien saisi. Néanmoins, aucune mesure de dédommagement n'a été prévue pour les victimes et leurs survivants. J'en sais évidemment quelque chose, car ma famille a tout perdu. Comme ceux qui étaient condamnés avaient fui l'Empire et que la communauté internationale redevenait totalement indifférente, alors c'est une organisation secrète, la Fédération révolutionnaire arménienne, qui s'en chargea clandestinement à travers l'opération Némésis, du nom de la déesse grecque de la vengeance, en exécutant les bourreaux. Il y eut une chasse à l'homme sans relâche sur plusieurs continents, la traque la plus extraordinaire du siècle, mais qui est cependant restée secrète car ses organisateurs ont obstinément gardé le silence jusqu'à leur mort. Je passe rapidement sur les différents traités de Sèvres du 10 août 1920 et de Lausanne du 24 juillet 1923, signés par une quinzaine de pays, dont bien sûr la France, et qui n'ont rien apporté aux Arméniens. Alors, puisque j'ai évoqué le génocide arménien, il me faut dire maintenant quelques mots de celui du peuple juif, d'autant que le peuple arménien et le peuple juif sont proches, très proches. Le génocide arménien, 1915-1923, et la Shoah, 1941-1945, sont les deux événements fondateurs qui ont permis de définir juridiquement le concept de génocide. Le mot génocide a été forgé par un juriste polonais d'origine juive, Raphaël Lemkin, en 1944. Extrêmement marqué par les tueries épouvantables de masse contre les Arméniens par l'Empire ottoman, il avance tout d'abord la notion de crime de barbarie. Mais face à l'occupation nazie et soviétique et à la Shoah, alors qu'en 1944, il se trouve aux États-Unis, il propose finalement le concept de génocide. Les liens unissant les peuples arméniens et juifs sont profonds et dessinent une véritable fraternité de destin. Leur parcours historique respectif révèle en effet des similitudes frappantes. Il existe un lien direct entre les deux peuples. Avant l'invasion de la Pologne le 22 août 1939, Adolf Hitler aurait déclaré à ses généraux pour les rassurer sur les conséquences de leurs actes. Qui se souvient encore de l'extermination des Arméniens ? Eh bien, peut-être que l'absence de mémoire internationale vis-à-vis des massacres commis par l'Empire ottoman contre les Arméniens
facilitait l'idée d'exterminer à nouveau d'autres peuples, comme le peuple juif. Cela signifie que le premier génocide du XXe siècle a bénéficié de l'impunité, ce qui a encouragé la planification du second. Les deux sont certes séparés par 30 années, mais ils partagent les mêmes mécanismes de destruction systématique, bien que présentant des contextes politiques distincts. Ce qu'il y a d'abord en commun, c'est le mécanisme de l'extermination et de préméditation. Ces crimes atroces, pour lesquels il n'y a pas de mots, ne sont pas dus à un prétexte de la guerre. Non, il s'agissait d'une politique absolument planifiée au plus haut sommet de l'État. Le comité Union et Progrès aux Jeunes Turcs pour l'Empire ottoman et le régime nazi pour l'Allemagne. Ces deux génocides se sont déroulés à la faveur d'un conflit mondial de l'époque qui a servi de rideau de fumée pour masquer les horreurs et justifier des mesures d'exception. Avant de tuer, d'égorger, de décapiter, de mettre en place une véritable industrialisation de la mort, avec des chambres à gaz, des centres de mise à mort, dans des fours crématoires, les victimes n'avaient plus de dignité humaine et ont été déshumanisées par la même propagande intense. Arméniens ou juifs, on les présentait toujours comme des ennemis de l'intérieur et même des éléments impurs d'une race qui menace la survie de la nation. Une différence cependant pour les Arméniens, c'est le procès de Constantinople qui n'a rien donné avec la fuite des responsables, alors que pour le peuple juif, le procès de Nuremberg a eu pour conséquence une condamnation internationale. Le dossier arménien se caractérise aussi par un paradoxe diplomatique. Alors que les massacres furent condamnés dès 1915, la reconnaissance politique officielle est restée plus que timide ou entravée durant des décennies, freinant la reconnaissance formelle du génocide tout au long du siècle. À ce jour, en 2026, on dénombre 34 États ayant officiellement reconnu et condamné le génocide des Arméniens de 1915. Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques ont libéré le camp allemand nazi de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Le 1er novembre 2005, l'Assemblée générale des Nations unies adopta la résolution 60, article 7, qui fixait donc le 27 janvier comme journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Je suis allé sur place. Notre guide, un historien expert, nous a tout détaillé, vraiment tout. Et je suis sorti des pavillons de la mort en percevant la présence des âmes, sans pouvoir dire un mot, anéantis. Bien sûr, toutes les organisations internationales réaffirment leur engagement indéfectible à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et les autres formes d'intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe. Et pourtant, nous sommes en 1926. Le Soudan, entre autres pays, en est le triste exemple. Exécutions de masse programmées, viols, famine, villes rasées. Mais chut, silence, on tue encore, on tue toujours. Il n'y a jamais eu autant d'actes d'antisémitisme à travers le monde comme en Australie, il y a quelques mois, et par extension des actes de racisme et l'extermination continue, même si elle porte parfois un autre nom. Pour conclure mon propos, les génocides, quels qu'ils soient, restent une blessure ouverte indéfiniment. Hommes, femmes, enfants, ils sont tombés pour entrer dans la nuit, éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs, des Arméniens ou Juifs. Juifs et Arméniens, devant l'histoire, nous ne formons qu'un. Alors je le dis avec force et vigueur, il n'y a évidemment pas de concurrence mémorielle et aucun risque de voir les différentes communautés s'affronter pour savoir quelle souffrance serait la plus importante. La justice internationale est de plus extrêmement complexe et relève bien souvent de l'équilibre fragile entre la politique, la crainte d'un conflit régional voire mondial et les intérêts des uns et des autres. Il n'est pour autant pas question de baisser les bras, pas question d'être résigné, car nous avons l'obligation du devoir de mémoire, de la transmission et du vivre ensemble. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Pivot des droits de l'homme, la dignité humaine face aux exclusions qui fracturent le monde actuel demeure un idéal fragile, souvent bafoué par les inégalités, alors que la reconnaissance de la valeur individuelle permet de construire une concorde durable. Le concept du vivre ensemble et de la laïcité sont les deux supports de la cohésion sociale. Si le premier est un idéal de fraternité, le second est le cadre légal qui le rend possible. Mais le vivre ensemble ne se décrète pas,
Il se pratique par la laïcité qui est l'outil majeur qui protège justement ce vivre ensemble. Car sans laïcité, une religion pourrait tenter d'imposer ses règles aux autres, ce qui créerait des tensions. Nous l'avons vu, le contraire de la laïcité et donc du vivre ensemble, c'est à l'évidence le fait des régimes totalitaires que j'ai évoqués tout au long de mon propos. C'est d'ailleurs ce qui la caractérise jusqu'au fanatisme, jusqu'à tuer, jusqu'à massacrer. Le totalitarisme impose l'adhésion totale à une idéologie d'État. C'est la pensée unique, la croyance unique, l'ensemble associé à des interdits. Ne pas y adhérer, c'est s'exposer à un extrême préjudice, assuré comme en Iran ou ailleurs. Où se trouve alors la dignité de l'homme et de la concorde? Pour moi, le vivre ensemble est universel et consiste à transformer la proximité physique de celui ou celle que nous côtoyons à celui ou celle avec qui nous partageons. Vivre ensemble en harmonie sociale, c'est d'avoir pour chacun la liberté de conscience, que nous soyons tolérants en acceptant que l'autre puisse avoir une opinion différente de la nôtre, des croyances ou encore une religion différente de la nôtre, un mode de vie différent du nôtre. En définitive, c'est que nous passions du vivre à côté de l'autre au vivre avec l'autre. Vivre ensemble est une fraternité au quotidien qui relève de la dignité humaine et de la concorde. C'est une éthique de la reconnaissance. Cette éthique ne nie pas les différences, elle les éclaire, car la diversité n'est pas une menace, mais une volonté divine. Je me suis exprimé avec mon cœur et mon émotion en formulant le vœu, même si cela paraît utopique en raison de ce que nous vivons, que le vivre ensemble soit une réalité, celle de passer des mots aux actes pour s'enrichir de nos différences. La vie terrestre est très courte et peut s'interrompre à tout moment. Alors ne perdons pas de temps et agissons. Aimons-nous les uns les autres en fortifiant dans nos cœurs l'amour de notre prochain. Et qu'Isis, Marie la Divine Mère, soit votre guide à présent et à tout jamais. Je vous remercie de votre attention.